Bonsoir à tous. À partir de 16 heures, je pense qu'on peut dire bonsoir. Donc il est 16 heures justement, et donc je vous propose de rester dans le timing et donc de commencer cette conférence qui a pour sujet contre le feu des troupeaux, le pastoralisme au service des territoires. Donc cette conférence va s'articuler autour de 3 interventions. Donc 2 interventions qui vont parler de toute la démarche qui est menée dans le département du Lot. Donc avec en premier lieu Catherine Marlas, vice-présidente du conseil départemental du Lot et présidente du parc naturel régional Géoparc d'Écosse du Quercy. Donc qui va présenter toute la politique mise en œuvre par le département avec ses partenaires. Et dans la foulée, donc interviendra Florian Lacroix, qui est éleveur à Gréalou, sur une commune sur laquelle il a été conduit un projet de reconquête des espaces embroussaillés. Et puis la dernière intervention, dont nous aurons l'occasion d'accueillir Francesca Passetti, donc qui se présentera au moment et qui va intervenir pour présenter une expérience aussi de pastoralisme et prévention incendie sur les îles Canaries. Donc, nous allons passer la parole à Catherine Marlas. Bonjour à toutes et tous. Et celle qui faisait l'introduction, parce qu'elle ne s'est pas présentée, alors je vais la faire. Pour elle, c'est la modestie. Isabelle Lapez, qui est chargée de mission au département du Lot, en charge particulièrement de la politique de reconquête des espaces embroussaillés. Donc c'est la cheville ouvrière technique de cette politique. Donc, bon, vous voyez un petit peu où se situe donc on est vraiment au sud du Massif central pour ce qui nous concerne, au nord de la région Occitanie. Et vous voyez que le risque feu de forêt est quelque chose qui est chez nous une réalité. Et j'ai envie de dire qu'il ne s'est pas arrangé et qui, à l'horizon de 2035, comme c'est indiqué, n'est pas prêt de s'arranger. Le risque, effectivement, est majeur. J'y reviendrai tout à l'heure. On a effectivement, depuis 20 ans, la volonté de reconquérir les espaces embroussaillés. Alors j'ai pour habitude de dire que, puisque je ne suis pas originaire du Lot, pour ma part, quand je suis arrivé dans ce département, je me promenais relativement facilement. Et aujourd'hui, j'ai la particularité de chasser. Même mes chiens, ils veulent plus passer dans certains endroits, tellement, effectivement, comme on dit chez nous, les bartas sont gagnés. Or, les bartas, c'est des buissons noirs, qui ont poussé à cause de l'enfrichement en lien avec la déprise agricole. Donc, on a effectivement, si on passe à la diapo suivante, parce que je l'expliquerai au fur et à mesure, ce qui a motivé la mise en place d'une telle politique par le département, alors qui était le conseil général à l'époque, qui est devenu département entre-temps, depuis 2015, c'est de nombreux incendies auxquels nous avons été confrontés sur notre territoire, avec notamment en 1983 un très très gros incendie avec une forêt domaniale qui a été assez plutôt dévastée, vous voyez, qui a fait des gros ravages. Et puis ça a continué. On a depuis un peu plus de 40 ans effectivement des incendies majeurs avec des impacts à la fois sur nos paysages, sur la biodiversité, et puis avec le risque population, bien évidemment. Et il y a eu une particulièrement qui a été un peu le déclencheur, puisque même si la profession se posait des questions, et Isabelle Lapez, qui est à côté de moi, effectivement travaillait au sein de la Chambre d'agriculture au début, quand on a été confronté à ces incendies.
devant l'ampleur du problème, la sollicitation des élus, la prise de conscience des élus du département, la volonté du président du conseil général de l'époque, en fait, eh bien, l'idée a germé de monter en interne ce service au sein de la collectivité départementale. Et donc, Isabelle Lapez a été recrutée à ce moment-là par le président du conseil général de l'époque pour commencer à travailler sur cette thématique et voir comment on pouvait essayer de limiter, au moins de pallier ce risque incendie et donc effectivement de faire revenir de l'élevage dans des lieux qui n'étaient plus pâturés. Élevage au vin principalement parce que l'élevage au vin est important sur notre département, hein, c'est un pilier de l'économie d'Autoise. Même si il subit, comme partout aussi, un certain recul, mais il n'en demeure pas moins qu'on on a l'élevage au vin qui est bien présent et on a des jeunes. La preuve, Florian vous en parlera tout à l'heure. Donc, les aléas feux de forêt élevés, sécheresse importante, qui ne va pas faire un s'arrangeant avec le changement climatique, et puis une richesse patrimoniale exceptionnelle. Et alors, vous voyez sur la carte, hein, alors, sur celle-ci, là, le département du Lot, vous le voyez, ce sont la partie en rouge. Et vous avez une partie en rouge qui vient jusque-là. Et vous avez le tiers central du département du Lot, c'est le parc naturel régional des Causses du Quercy. Et vous voyez effectivement qu'on a un aléa très élevé sur cette partie, la partie sud du territoire, où on a de moins en moins d'élevage au vin, malheureusement. Mais il n'y a pas que là que le risque est élevé. Vous en voyez ici. Effectivement, ça a été la première association foncière pastorale qui a été créée. Elle est sur la vallée du Lot, le fameux feu de forêt auquel je faisais référence et qui a été le déclencheur. Si on passe à la diapo suivante, en fait, l'idée pour nous, elle était à la fois de soutenir l'activité pastorale et l'élevage au vin, notamment, mais pas que, vous verrez, pour limiter la propagation des feux et répondre aux enjeux durables du territoire, et notamment à la préservation de la biodiversité. Quand nous avons mis en place cette politique, on s'est réinterrogé quelques années plus tard, il y a 5 ans à peu près, pour savoir pour l'évaluer. Voilà, les politiques, ça s'évalue. Parce pour se demander de quelle façon on l'a continué, si on la poursuivait. Et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est effectivement qu'il fallait poursuivre, parce que ce sont ce qu'on appelle, nous, c'est des projets gagnants-gagnants, notamment sur le long terme. Gagnants parce que effectivement, les paysages sont aussi facteurs de l'attractivité, et l'activité touristique, elle n'est pas neutre dans notre département. Si à un moment donné, comme je dis à des collègues, si on n'a plus que des buissons noirs, alors je dis pas comme ça d'habitude, hein, je dis donc je vais vous le faire comme je fais toujours. Si on n'a plus que des bartas à montrer, on n'aura plus grand monde qui viendra les voir. Et de la même façon, ça veut dire que du coup, il y aura moins en moins d'habitants et d'éleveurs, et donc moins d'intérêt à venir sur notre département. Pour ce faire, on a de l'initiative née avec le premier gros risque majeur et la sollicitation auprès des élus. On a eu la volonté de structurer un cadre d'intervention à l'échelle départementale. Ce cadre, donc, il faut effectivement qu'il y ait un certain nombre d'ingrédients qui soient présents. Il faut une volonté locale. Il faut effectivement croiser les enjeux en termes de risque incendie et de préservation de la biodiversité. Et faut aussi avoir un minimum de 50 hectares sur lesquels on puisse travailler avec une mobilisation d'outils juridiques. Ce qu'on a souhaité développer, nous, ce sont les associations foncières pastorales libres. On préfère convaincre que contraindre. On a un parcellaire qui est absolument énorme sur notre département, et ça veut dire qu'il faut arriver à réunir les propriétaires fonciers, tout en leur expliquant qu'on ne va pas les déposséder de leurs parcelles, mais qu'on leur propose de travailler avec eux pour mettre une zone en pâturage, soit pour des éleveurs qui sont déjà sur la commune, soit pour accueillir de nouveaux éleveurs.
Et c'est effectivement plutôt cette tendance qui se passe, mais on accompagne du coup le redéploiement du pastoralisme. Alors, comme il est là, je vais le dire, puisqu'en fait, vous allez voir que c'est un sport d'équipe, hein, cette politique-là. Le technicien pastoral de la Chambre d'agriculture qui nous accompagne dans la création de ces associations foncières pastorales travaille avec les éleveurs la question des parcours. Et quand on fait les explications, toutes les réunions d'information avant de créer, d'arriver à la création même de l'association foncière pastorale, moi j'ai retenu, il y a quelque chose qui est fabuleux, c'est qu'en fait, quand on crée une association foncière pastorale, d'abord les propriétaires ont des parcelles qui sont entretenues. On permet à des éleveurs de pâturer des espaces et on propose à nos animaux, alors brebis, il y a aussi des bovins, des équins, on leur propose des menus variés. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous accepteriez de manger la même chose matin, midi et soir, 365 jours sur 365. Moi pas, mais je pense que je ne suis pas la seule. On est assez fin gourmet en France pour apprécier d'avoir des menus variés. Et je trouve que l'image était excellente. Et je remercie Philippe et je lui rends la paternité de l'image en question. En termes de résultats concrets, aujourd'hui, on est à plus de 20, enfin, presque 2008-2024. Vous voyez un petit peu la politique vraiment qui s'est structurée. On a aujourd'hui 25 projets d'associations foncières pastorales. 22 sont aujourd'hui effectives et elles regroupent, comme vous pouvez le voir, on est à plus de 1600 propriétaires adhérents. Pour un peu plus de 5500 hectares qui ont été reconquis. Certains diront c'est peu. Et moi je dis que c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières et c'est toujours ça de prix. On a 11 associations d'éleveurs, puisqu'en fait le principe c'est créer une association foncière, pastorale libre, et mettre à disposition les surfaces d'une association d'éleveurs. Quelquefois c'est un éleveur directement, mais le plus souvent ce sont des associations d'éleveurs. Mais ça, Florian vous en parlera. Nous avons aujourd'hui 120 éleveurs engagés sur l'ensemble des associations. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous avons 6 associations foncières pastorales libres qui sont sur des espaces naturels sensibles ou des sites, enfin, on a aussi certaines qui sont sur des sites Natura 2000, certaines qui combinent espaces naturels sensibles Natura 2000. Donc c'est important d'avoir aussi la souplesse, mais de l'avoir en tête parce que on ne peut pas mener une politique sans moyens. Et qu'aujourd'hui, donc vous voyez les résultats concrets, la dynamique avec le pic très net à partir de 2008, quand le département a pris la main et s'est réellement engagé dans cette politique-là. C'est très clair, vous voyez une rupture. Là, on essayait de faire, c'était des éleveurs directement. Là, à partir de là, c'est la politique du département qui s'est enclenchée et vous voyez un petit peu, du coup, la progression. On a fait un grand bond et ça continue. J'ai l'habitude de dire qu'au départ, il fallait aller chercher les communes et les propriétaires. Aujourd'hui, on les limiterait un peu parce que en fait, la demande elle est très prégnante. Les élus, mais les habitants ont pris conscience des enjeux face au risque incendie. Les incendies de cet été sont pas là pour du coup nous démentir, malheureusement. Mais du coup, effectivement, il faut pouvoir répondre aux sollicitations et accompagner correctement. Et l'accompagnement, c'est une équipe pluridisciplinaire et partenariale, constituée du département du Lot, du parc naturel régional des Causses du Quercy, nous on a une petite particularité, je vais y revenir, de la Chambre d'agriculture, et Scopella, qui est là aussi pour accompagner le changement des pratiques pastorales. Les résultats concrets, je ne veux pas trop manger son temps de parole, donc je vais. On tiendra à disposition le diaporama pour ceux qui le souhaiteront. On a aussi une association qui est départementale, qui s'appelle Transhumance en Quercy, qui nous permet de mener des expérimentations, notamment sur un troupeau agnelle qui est mis au pâturage dès le sevrage, en partenariat avec la profession, dont Ovilote, qui est l'organisme de génétique.
On sensibilise bien évidemment le public. L'intérêt d'une association foncière pastorale, c'est qu'au-delà de la dimension risque incendie, préservation de la biodiversité, changement de pratiques ou questionnement sur les pratiques agricoles, l'autre intérêt, il est de tisser des liens entre des habitants et parfois de nouveaux habitants des territoires et les éleveurs. Ce qui permet aussi du coup de faire comprendre que les éleveurs ils sont aussi le souci du territoire sur lequel ils sont, et cela conduit à des actions aussi bien d'entretien du petit patrimoine qui est redécouvert à l'occasion du débroussaillement des surfaces qui sont mises à disposition des associations foncières pastorales, que on a une transhumance qui est historique dans le département, qui va de Rocamadour à Luzèche, qui est vraiment importante, et beaucoup réservent leur créneau sur cette semaine-là pour venir participer et accompagner les brebis. Et puis, on a une association foncière pastorale récente, qui est celle de Crégols-Lugagnac, qui a mis en place la fête du pâturage, qui permet de développer l'ensemble des axes que l'on a autour de cette politique-là, puisque on peut avoir des chargés de patrimoine naturel du parc naturel qui vont sensibiliser aux espèces faunistiques ou floristiques qu'on peut trouver sur le terrain, que des éleveurs, mais aussi des éleveurs qui s'engagent dans la transformation de leurs produits, soit en produits de bouche, soit aussi de la laine. Donc, puisqu'on travaille sur cette question-là aussi, puisque bon, on pourrait s'étonner quelquefois qu'avec autant de laine d'isolant sur pattes, on n'ait pas plus d'interrogations sur ces sujets. Donc, ça fait partie des choses que l'on travaille. Depuis un peu plus d'1 an maintenant, le département a délégué l'entièreté de la mise en œuvre de cette politique au parc naturel régional des Causses du Quercy. Donc ça, c'est effectif. Mais ce qu'il faut avoir en tête, en termes de résultats concrets, quelquefois, parce que je vous ai dit, ça demande, faut pouvoir la mettre en œuvre, cette politique-là. Et il faut aussi accompagner, il faut accompagner les changements de pratique. Comment il faut accompagner de pouvoir ouvrir les premiers layons pour que les brebis aillent pâturer petit à petit quand les espaces sont très fermés, clôture mobile, clôture fixe, passage canadien. Voilà. Ça demande des moyens, à la fois pour accompagner l'ingénierie, pour accompagner les éleveurs, pour accompagner les investissements de l'association foncière pastorale. Et certains pourraient nous dire, mais c'est onéreux, finalement, par rapport au peu de surface que vous avez réussi à reconquérir au séjour. On est aujourd'hui à un bilan financier, effectivement, comme vous le voyez, de presque 7 millions d'euros qui ont été engagés de 2008 à 2024. Ce qui est pas rien, ce qui montre aussi, puisque très souvent, vous le voyez, c'est 50% pour le département, pour la collectivité départementale, qui va ensuite chercher des fonds auprès de l'Europe, FEDER Massif Central, des crédits leaders, du Natura 2000, l'État, la région Occitanie, mais c'est 50% pour le département du Lot. Quand on met un vis-à-vis, alors c'est toujours un peu dur, mais on a essayé de demander à nos collègues du SDIS, du service départemental d'incendie et de secours, de nous faire le calcul de ce que coûte une intervention quand il y a des feux. Ben voilà, vous avez effectivement le coût moyen annuel à l'hectare de la politique menée depuis presque 20 ans. On est à 80 euros l'hectare par an. Et encore, c'est pas tout à fait juste, parce que vous avez vu que c'était pas linéaire. Il y a des moments où ça monte plus. Donc, mais si on le lisse, on est à 80 euros l'hectare par an. Et si on met un vis-à-vis le coût moyen estimé d'une intervention d'engins, de sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, de moyens aériens, on est à 1800 euros l'hectare. Et sans compter les dégâts sur la biodiversité, les paysages, les habitations, la psychologie des personnes qui subissent ces dégâts. Donc je crois que
Voilà, aujourd'hui, c'est une réalité. Elle a un coût, mais qui n'a rien à voir avec des coûts. Vous savez, vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Donc, quand on vient avec des moyens d'incendie et de secours, c'est trop tard. Donc, finalement, est-ce que c'est si coûteux que ça? Bon, moi, j'ai la réponse, hein. Moi, je dis que non, quand on regarde tout ça. Mais je crois que voilà, c'est un véritable enjeu. Et je vous parlais tout à l'heure, hein, du changement climatique, hein. Nous, on a fait une étude des vulnérabilités, un diagnostic des vulnérabilités du département du Lot au changement climatique à 360 degrés parce qu'on a voulu savoir à quoi voilà, à quoi on allait être, à quelle sauce on pourrait être mangé si on n'agissait pas. Et on a le risque feu de forêt qui est multiplié par 10. On a au niveau de la température, on passe, c'est plus 2, voire plus 3 degrés. Mais en sachant que cet été, en pleine chaleur, on est monté à 64. Hors abri, hein, en plein soleil. On est monté à 64. Donc, on a le risque feu de forêt, il est accru. Il est particulièrement sensible, effectivement, sur la zone, donc la zone du COS, la zone du parc, vous avez vu, notamment et particulièrement sur en fait une partie de la basse vallée du Lot. Je vais pas revenir, mais du coup, on a mis en œuvre un plan de défense incendie massif. On a un autre endroit du Lot qui est à l'ouest du département, qui est un massif à risque. Donc c'est autant d'enjeux qui sont devant nous et qui nous font confirmer la volonté de conduire cette politique, ce qui se traduit dans le plan d'action départemental au changement climatique que l'on a décidé de mettre en place. Je vais m'arrêter là. C'est quand même mieux. Faut finir un peu sur de l'humour toujours, mais c'est un artiste, un dessinateur de BD en résidence chez nous qui a réalisé ce sont des cartes postales en fait, hein, voilà. Et c'est bien vrai que elle préserve la biodiversité. Alors vous voyez, c'est la cause du Lot, hein. Bon, il fait toujours beau chez nous, donc elle a une aide de soleil. Donc elle maintient effectivement la richesse des pelouses sèches. Mais elle préserve aussi, elle préserve nos territoires du risque incendie. Donc, on a bien vu les impacts lors d'un grand feu qu'il y a eu sur Cajar, entre les espaces ceux qui étaient pâturés et ceux qui ne l'étaient pas. Donc, voilà, je crois que je vais passer le témoin le relais, plutôt à Florian. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'excuse, j'ai pas l'aisance de Catherine Marès à l'oral, donc j'ai besoin d'un petit mémo. Donc, je m'appelle Florian Lacroix, je suis éleveur au vin viande dans le Lot, du coup, sur la commune de Gréalou, commune située à l'est du département, sur les costes du Quercy, entre la vallée du Lot et la vallée du Célé. Nous faisons partie du parc naturel régional du Costes du Quercy. Donc c'est une commune de 1750 hectares, avec la particularité d'avoir 400 hectares de terrains communaux. Ce qui a sûrement permis depuis de nombreuses années de maintenir un lien étroit entre les administrés et les agriculteurs de la commune. C'est une commune de 300 habitants en progression permanente depuis des années, qui est traversée par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le JR65, qui est classé pour partie au patrimoine mondial de l'UNESCO grâce notamment à ses dolmens. Notre commune a connu, comme vous l'avez vu tout à l'heure, en 1989, un feu très marquant, 1500 hectares de brûlés sur la commune de Gréalou et la commune voisine Montbrun. Donc ce feu, il a marqué tous les esprits de la population de l'époque et même des plus jeunes qui étaient présents. Moi-même, j'avais juste 3 ans lors de ce feu et j'ai des images marquantes, notamment mes parents ou mes grands-parents qui arrosaient la cour de la ferme avec un tuyau d'arrosage parce que le feu arrivait à 1 kilomètre. Donc ça, c'est des images qui restent. Donc après cet incendie, les éleveurs et les habitants de la commune et du département ont pris conscience de l'enjeu de maintenir des espaces ouverts, des espaces non embroussaillés, afin de limiter l'avancée du feu et de pouvoir le maîtriser plus rapidement.
C'est ainsi que quelques années plus tard, il y a eu la création de pare-feux. Des pare-feux, c'est des espaces qui ont été ouverts d'une centaine de mètres à peu près, tout le tour de la commune. Donc espace ouvert mécaniquement à l'époque, mais aujourd'hui entretenu par le pâturage, notamment les brebis sur la commune de Gréaloux. Donc notre commune à Gréaloux, elle a une autre particularité, c'est qu'elle est très dynamique au niveau agricole. Il y a 9 exploitations avec 23 agriculteurs. Dans les 5 dernières années, il y a eu 9 installations de jeunes. Donc, ce sont des exploitations dynamiques, diversifiées, qui font de la transformation de lait, de viande, de la vente directe et une future ferme auberge. Cette dynamique, elle se retrouve à plusieurs échelles. Il y a de l'entraide, il y a une CUMA qui fonctionne très bien, avec notamment 18 machines qui ont moins de 5 ans, 2 bâtiments. Donc il y a de l'entraide pour de multiples travaux et donc une bonne entente. En 2010, nous avons créé du coup une AFP libre et une association d'éleveurs, comme vous a expliqué Catherine Maras. Afin d'utiliser au départ ça a été lancé avec les administrés de l'époque, les élus, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Gréaloux a 400 hectares de terrains communaux, donc il fallait que ces terrains communaux soient entretenus et le pâturage était une des meilleures solutions. Donc cette AFP, elle a regroupé 440 hectares avec 32 propriétaires. Et dans ces 440 hectares, il y a 311 hectares de terrains communaux. Donc, lorsqu'on a monté cette AFP, il y a eu de nombreuses réunions, que ce soit avec les éleveurs, mais aussi avec tous les utilisateurs des terrains, notamment les marcheurs, les chasseurs, voilà, les randonneurs, les éleveurs, afin de tous les travaux qui devaient être mis en place, qu'ils soient validés, acceptés par tout le monde et non contraignants. Donc, grâce au programme d'espace de reconquête des espaces embroussaillés mené par le département avec l'appui de la Chambre d'agriculture et du parc. Donc nous avons fait de nombreux travaux sur cette AFP. Donc il y a eu l'installation de clôtures électriques, donc électriques et fixes. Il y a eu des passages canardiens, de l'achat de matériel de clôture mobile, type Spider Pack, des tonnes à eau. Il y a eu une multitude de travaux. Donc tout ceci grâce à ce programme d'espace embroussaillé avec des financements départementaux, nationaux et européens, comme vous a expliqué Catherine Maras. Donc en parallèle de ce montage de cette association, les éleveurs de l'association d'éleveurs ont suivi plusieurs formations, grâce notamment avec l'organisme Scopella, afin d'évoluer dans nos pratiques et d'adapter nos pratiques à notre milieu. Donc on a eu plusieurs formations, que ce soit sur la reconnaissance et le diagnostic de la biodiversité, sur les modes de pâturage qu'on a adaptés. Voilà. Donc on a pu faire évoluer nos systèmes en fonction de tout ça. Donc en parallèle de ça, sur mon exploitation, du coup, j'ai fait évoluer mes pratiques avec un objectif premier, c'est de diminuer les charges de l'exploitation, les charges co-alimentaires. Donc l'objectif était de diminuer ces charges, mais maintenir les mêmes résultats technico-économiques de l'exploitation. Le but n'était pas de baisser les résultats de l'exploitation. Donc mon exploitation, elle est composée de 3 associés. On a aujourd'hui 1200 brebis à cause du Lot. Donc lorsque je me suis installé en 2010, du coup, j'ai créé un GAEC avec mes parents qui avaient 2 fermes indépendantes avec 2 troupeaux indépendants de races différentes. Donc un troupeau Laconne viande et un troupeau cause du Lot. Donc mon père avec un troupeau Laconne viande, système plutôt bergerie. Et de l'autre côté, ma mère avec un troupeau cause du Lot, plutôt système extensif, voilà, avec pâturage. Donc petit à petit, ça s'est fait plus ou moins naturellement. J'ai un peu poussé les barrières. Voilà, je me suis orienté vers qu'une seule race, c'est la cause du Lot. Voilà, avec pour objectif toujours pareil de diminuer ce coût alimentaire qui était important chez nous. Donc les brebis ont produit l'agneau fermier du Quercy, l'agneau label rouge. Donc les brebis sont à peu près 5 mois de l'année dedans, c'est-à-dire le temps d'élever leur agneau et les périodes février-mars, en période vraiment lorsqu'il n'y a plus de ressources dehors ou les conditions climatiques trop arides.
Donc, elles sont 5 mois dedans et après, tout le reste de l'année sont dehors. Donc, lorsque je me suis installé, on avait avec les 2 exploitations à peu près 600 brebis. Aujourd'hui, on est à 1200 à surface équivalente et à résultat un peu meilleur du coup parce qu'on produit beaucoup plus d'agneaux avec plus de brebis du coup et tout en étant autonome. Mon objectif aussi était de rester autonome au niveau fourrager du troupeau. Voilà, on est toujours autonome. Voilà. Donc aujourd'hui, constat positif de tout ce système. Comme Cathy vous l'a expliqué, les brebis, c'est gagnant-gagnant. À la fois, la ressource, elle est dehors, on entretient les paysages, on limite ou diminue le risque incendie. Voilà, les SDIS nous l'a rappelé, c'est le risque zéro, il y est pas, il y est toujours. Mais le fait d'entretenir les espaces ouverts limite la propagation et l'intervention des pompiers. Donc, je pense que on est dans le vrai. Donc voilà. Bien. Merci Florian. Donc, je vous propose qu'on aille jusqu'à la dernière intervention, puis après, on pourra prendre les questions et répondre à vos questions. Bonsoir tout le monde. Alors, le premier. Bonsoir. Alors, je vais parler sur le Gran Canaria Pastorea. Vous savez que les Canaries, c'est plusieurs îles et elles sont absolument différentes les unes des autres. Et je parlerai, oui, tu peux passer à l'autre. Et je vais parler sur une stratégie générale et puis, ça s'entend mieux? Ah, merci. Et la stratégie générale, c'est Gran Canaria Mosaico. C'est un projet qui a été implanté il y a très peu d'années, après beaucoup de luttes parce qu'il y avait les conservationnistes, il y avait des surpâturages, il y avait plusieurs problèmes. Et alors, on a commencé ce projet de faire un paysage mosaïque diversifié et habité. Vous savez que les Canaries, c'est des îles avec beaucoup de tourisme, mais aussi avec une population fixe qui vit tout le temps. Alors, c'était comme il y a une grande biodiversité, revitaliser le monde rural et restaurer les espaces, non? Réduire les combustibles, puisqu'il y avait un certain abandon du pâturage. Il y a une centaine d'années, il y avait plus de 110, je crois, familles transhumantes tout autour de la montagne. Peut-être on passe à la prochaine. Comme ça, non, celle d'avant. Pour ceux qui ne savent pas où sont les îles Canaries, c'est en face de l'Afrique et c'est plusieurs îles. Et on va parler de Gran Canaria, qui est une île ronde. Oui. Alors, Gran Canaria Pastorea est un projet du Cabildo. Le Cabildo, c'est le gouvernement de Gran Canaria. Chaque île a un gouvernement qui s'appelle Cabildo et qui a attribué des surfaces de pâturage publiques pour rémunérer financièrement des bergers. Oui. Alors, il y a eu des incendies très, très, très forts, très, très importants, un en 2007 et un en 2019. Alors, le premier travail qui a été un peu d'autoriser sur les terrains publics, de travailler avec les terrains publics. Et en 2013, on a eu l'autorisation de travailler sur les ravins. Il y a eu un accord avec tous les bergers, vous les voyez. Maintenant, c'est 12 familles avec leurs vêtements traditionnels. Et on a établi en 2019 une école d'élevage. En 2020, on a fait une commande à une entreprise publique parce que la gestion avec une entreprise publique est plus facile qu'avec une communauté primaire. Et à partir de 2022 a été le premier paiement
à un berger pour qu'il aille pâturer dans des endroits. Oui, voilà. Alors, pour que vous ayez un peu une idée de de comment ça va, l'île, il y a cette montagne au centre, et vous voyez en rouge tous les axes de feu, hein, qui sont très très importants, et c'est là que c'est important. C'est aussi des ravins, et c'est important qu'il y ait une diminution de matière combustible. Alors, l'idée, c'est pas de ne pas avoir d'incendie. Les incendies dans nos pays méditerranéens et évidemment dans les îles Canaries sont, reste dans celle d'avant, endémiques, mais de surtout diminuer leur ampleur. Le grand problème des incendies dans les dernières années, c'est qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus hauts et impossibles à éteindre. Oui, vas-y. Alors ici, vous pouvez voir un exemple de zone à charge faible, c'est-à-dire d'avoir un pâturage qui permet qu'il y ait le moins possible de matériel combustible. Oui. Alors, la chose importante, c'est avoir deux discontinuités, c'est l'horizontale et la verticale. Alors, la verticale, vous voyez, grâce aux animaux, on l'a, et puis de réduire la distance entre les arbres. Dans les Canaries, on a le pin Pinus canariensis, qui est un des seuls, si pas le seul, arbre qui rebroute une fois qu'il a été brûlé. Donc, c'est vraiment une adaptation dans les siècles de cette espèce, parce que les feux ont toujours existé. C'est un peu comme le maquis dans nos pays méditerranéens. Alors, dans l'autre photo, vous voyez comme on a fait un pâturage, des zones de pâturage pour couper le fait les feux, non, pour faire des couloirs. Oui, la prochaine. Alors ici, vous avez un ravin, un typique ravin avec une plante qui est la Rhododendron, je ne sais pas comment elle s'appelle en français. C'est une plante qui dans le temps était très utilisée en agriculture. On faisait les litières, on l'utilisait en agriculture pour beaucoup de choses. Et maintenant, avec l'abandon de l'agriculture et d'élevage, c'est devenu une plaie, un fléau. Et ça brûle vraiment très très bien. Et de plus, il y a les palmes qui font sauter les flammes. Donc, la réduction de le nettoyage de ces ravins est très, très importante, oui. Alors, les moyens, comme ça a été déjà expliqué par les collègues qui étaient avant, peuvent être mécaniques. Hein. Ici, on a le travail mécanique qui coûte 8 000 € par hectare. Hein, de travailler comme ça. Deuxième autre photo. Puis il y a le brûlage dirigé, que ici en France vous êtes maître dans cette pratique. Ici vous avez une image que je trouve géniale sur la pratique des feux contrôlés qui sont faits évidemment en période où on peut se le permettre. Vous voyez que vraiment ça nettoie en dessous des arbres, et heureusement, puisque ces arbres sont très grands et ils ont une écorce très très grosse qui ne brûle pratiquement pas, ou c'est difficile qu'elle brûle, on peut vraiment faire un nettoyage excellent. On peut continuer. Et la troisième méthode, c'est évidemment un pâturage dirigé. Oui. Le résultat, d'abord on met les animaux, et le résultat, vous pouvez voir dans la photo à droite, c'est qu'on arrive à voir un pâturage à partir d'une cannelle. Là, quelques années à l'avant, c'était le paysage de gauche. Hein, il paraît incroyable. Alors, le projet Digitanimal, c'est un projet où on met le GPS aux animaux, parce que on ne paye pas n'importe comment les bergers, on les paye selon combien ils ont débroussé. Hein. Alors, grâce au GPS, on peut
et au contrôle qu'on a vu dans la session antérieure avec l'utilisation du numérique, on peut voir combien a été débroussé parce qu'ils sont payés, oui, on peut continuer, dépendamment de ce qu'ils broutent. Alors, l'hébergement des bergers a amélioré dans les dernières années, comme vous pouvez voir. Il faut savoir que les transhumants aux Canaries font tous du fromage et ils font un fromage excellent de brebis. C'est des fromages DOP. Hein, bon. Alors, vous voyez, en 22, c'était vraiment une cabane portable. En 23, améliorée. En 24, encore améliorée. Et maintenant, la dernière, ils ont même le permis de faire du fromage dans cet endroit. Parce qu'ils les font comme ils changent c'est presque nomadisme, ils changent plusieurs maisons et ils font le fromage local, oui. Et ici, vous avez un peu comment on paye. On paye en base, si c'est éloigné, si c'est pas éloigné, si c'est stratégique ou pas, et surtout le type de végétation. C'est pas la même chose une prairie, une broussaille ou les canets. Hein. Alors le résultat, c'est que les bergers emmènent leurs animaux où ils les ont emmenés toujours, mais ils savent que dans certains endroits, ils sont payés et dans d'autres, ils ne sont pas payés. Comme ça, lentement, on les envoie là où c'est le plus nécessaire. Et comme vous pouvez voir, les différentes techniques, entre 6 000 à 8 000 euros la mécanique, entre 4 600 euros le feu dirigé, entre 40 et 160 euros par pâturage. Oui. Et alors, la situation maintenant en Gran Canaria, et qu'il y a 35 bergers qui sont payés. Il y a 2 convocations, une en printemps et une en octobre, après la transhumance. On travaille sur 2018 hectares avec un budget de presque 118 000 euros et c'est plus ou moins 300 euros par berger. Oui. Alors, les jeunes... un des problèmes, on sait tous, c'est le renouvellement générationnel. On a ces jeunes que vous voyez dans les photos, c'est tous des enfants des transhumants qui ont un savoir que ce serait vraiment terrible qu'ils se perdent parce qu'ils ont un savoir de génération, soit en faire un fromage, je vous assure, c'est un fromage absolument excellent et c'est certainement plus cher et moins effectif que de former de nouveau. Hein, voilà. Alors, en Espagne, on a d'autres façons de prévenir les incendies à travers le pâturage. Un, c'est en Andalousie, le projet RAPCA, et l'autre en Catalogne, les Ramats del Foc. Oui. Alors, le projet RAPCA, c'est un projet qui existe depuis 2005 et le projet RAPCA est un fils des Français, parce que c'est vous qui avez commencé d'abord. Hein, et le projet des Canaries, c'est un enfant, disons, du projet RAPCA. Hein, donc, vous êtes un exemple. Alors ici, vous avez la brochure du projet RAPCA. S'il y a intérêt, on peut en parler un peu en détail. Oui, on peut continuer. Et puis, il y a en Catalogne les Ramats del Foc. C'est aussi un projet très, très intéressant. Et comme je ne suis pas celle qui travaille aux Canaries, mais je les représente parce qu'ils n'ont pas pu venir. La photo prochaine, je peux même dire qu'ils ont reçu un prix Europarc Espagne pour tout ce travail qu'ils ont fait. Et là, vous avez l'équipe et je suis à la place de Monsieur Didac, qui c'est lui, voilà, qui reçoit son prix. C'est lui qui a aidé le projet Mosaico et c'est lui que ça fait plus de 10 ans qu'il travaille pour que les bergers puissent être payés et puissent pâturer parce qu'il y a des endroits, surtout dans le parc par exemple, où encore aujourd'hui c'est interdit de pâturer et il a ainsi démontré que ça aide au lieu d'être un désastre. Voilà. Et ici, vous avez les données de Didac Diaz que vous pouvez contacter si vous voulez avoir plus d'informations. Ici, nous avons Pepe Pavón, qui est le père de cette jeune fille.
elle et sa sœur font ce fromage absolument excellent. Bon, là, on voit comme ça. C'est un fromage assez grand et vraiment excellent. Bon, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup. Donc nous avons des intervenants qui ont bien respecté le timing. Donc nous avons encore 15 minutes pour partager des questions. Si dans la salle, il y a quelques questions, j'amène le micro et puis j'invite les intervenants à reprendre leur place. Merci. Oui, merci. J'aurais 2 questions à Madame la vice-présidente et en même temps et par ailleurs présidente du parc, si j'ai bien compris. La première, on se partageait une question tout à l'heure, c'est le déterminant des 50 hectares pour la création d'un AFP. Sur quoi repose ce chiffre? Est-ce que c'est arbitraire? Est-ce qu'il y a des raisons particulières? Et peut-être que je vais d'abord vous laisser répondre à celle-ci, parce que l'autre est complètement différente. Je pense que celle qui va être la plus à même de vous répondre, elle est à côté de vous, c'est Isabelle. Mais même si je sais en fait que pour mobiliser, pour arriver à mobiliser suffisamment de fonds et que la surface mise à disposition soit correcte dans la mise en œuvre de tous les moyens, en fait, il faut un minimum de 50 hectares. Mais ça, c'est l'expérience qui l'a prouvé. Donc, et l'élu que je suis a la modestie de ne pas prétendre tout savoir. Je n'étais pas au début de la mise en œuvre de cette politique-là. Il y en a une qui a largement travaillé, donc je vais la laisser répondre à ma place. Bon, oui, juste en fait, quand cette politique s'est mise en place, il fallait mettre un minimum de surface parce que l'enjeu de cette politique et l'enjeu pour nos élus, c'était d'intervenir sur la prévention des risques incendies. Donc, il ne s'agissait pas de faire des reconquêtes en mosaïque de 3 hectares par-ci, 5 hectares par-là. Donc, au démarrage, il a fallu mettre un seuil. Donc, ce seuil, on a mis 50 hectares parce que à l'époque, déjà parler de reconquête de 50 hectares en même temps, ça paraissait énorme. Mais je peux vous dire qu'on a très, très vite dépassé les 50 hectares. Et aujourd'hui, on a des zones d'études donc qui sont voire à 200, 300, jusqu'à 1000 hectares sur lesquels on travaille d'une manière simultanée. Voilà, c'est la zone d'étude sur laquelle on travaille. Généralement, on a des zones d'études entre, on va dire, 500 et 800 hectares. Et la réhabilitation, après, c'est à peu près 50% en moyenne qui est reconquis et où on a remis du pâturage. Donc, on est passé de quelque chose à l'époque, dans les années 2000, on était avec notamment des contractualisations à l'échelle de parcelles. Et à travers cette politique, on est revenu à une approche d'aménagement du territoire et d'amener les acteurs, élus, propriétaires, éleveurs, à se positionner sur cet enjeu de risque incendie, biodiversité à travers l'identification de milieux embroussaillés, mais à une échelle territoriale et non pas parcellaire, même avec les éleveurs. Tout ça, c'est une vision d'aménagement sur leur commune. Et c'est tout le fil conducteur de cette politique. Merci. Et tant que j'ai le micro, je vais poser la deuxième. À mon avis, ça devait être implicite dans vos propos, mais on parle de gestion de l'incendie, c'est vraiment le filigrane. Et finalement, à aucun moment, et c'est une compétence départementale, on a évoqué le fait d'associer le SDIS à vos réflexions, mais j'imagine que c'était le cas. Quand j'entends parler de coupe-feu, de toute façon, c'est leur culture. Et pourquoi je dis ça? Parce que simplement, chaque fois qu'on voit des incendies, on l'a entendu dans l'Aude cette année, ou plus près de nous, sur une zone Natura 2000, toujours des gens après plus savants que d'autres en disant c'était obligé parce que on n'a pas pensé à telle chose. C'est vrai que la culture de l'incendie, eux la maîtrisent et souvent on se rend compte après coup qu'il y avait peut-être des choses à prévoir. Il y a des exemples, c'est les pistes d'accès qui sont inadaptées aux véhicules, c'est l'adduction d'eau qui ne permet pas de réarmer. Enfin, il y a plein d'exemples pour dire on n'a pas fait les choses, quoi. Mais j'imagine qu'ils ont été associés. Oui. Alors effectivement, il ne vous a pas échappé que c'est aussi une compétence du département, que c'est quand même le département est le plus gros contributeur des services départementaux d'incendie et de secours. Et effectivement, aujourd'hui, et depuis quelques années maintenant, dès qu'il y a une prémisse d'idée de création d'une association foncière pastorale, on travaille de suite avec le service départemental. Et quand on fait les réunions publiques d'information
à la population, mais aussi avec les élus, le service départemental d'incendie et de secours est associé systématiquement. Et c'est eux qui font une intervention. Là, on a fait l'intervention. Bon, là, en général, on fait les interventions à 2-3 voix, ça dépend. Mais on a la voix du SDIS aussi et qui amène leur propre support. On a intégré aujourd'hui leur support de présentation, dans notre diaporama de présentation générale de reconquête des espaces embroussaillés. Oui. Et c'est aussi ce qui nous a conduit d'ailleurs. J'ai fait référence rapidement à la création d'un plan de massif défense incendie. On a initié cette action en travaillant avec le SDIS, bien évidemment, parce que c'est eux qui ont la meilleure connaissance. On s'est fait accompagner par un bureau d'études du Sud-Est, parce qu'ils connaissent, donc, qui au-delà d'avoir remporté l'appel d'offres, avait une meilleure connaissance de ce qu'est le facteur risque et comment on travaille ce plan départemental de défense incendie de massif. Mais le SDIS est régulièrement à nos côtés. Je siège moi-même au conseil d'administration du SDIS aussi. Donc, c'est vrai que c'est pour nous un élément important. Et on a les études avec le sens du vent, la progression. Madame faisait référence, on a des feux de cime aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a à la fois le souci de ne pas l'alimenter, cet ogre. Donc, moins s'il a de broussailles à prendre au sol et faire à sa hauteur, et mieux c'est. Mais il nous faut travailler, et c'est le cas dans le cadre du plan départemental de massif. On travaille aussi à ce que à lui couper un peu l'herbe plutôt sur les têtes, de manière à ce que ça ne passe pas de cime en cime. Ce qui s'est passé malheureusement dans l'Aude, aussi. Voilà, pas que, mais entre autres. Merci beaucoup à tous pour vos interventions. J'ai également une question pour vous deux. Et du coup, moi, ma question, c'est vraiment sur l'attribution des financements FEADER que vous avez mentionné, donc pour les et connexes, enfin FEADER et autres, pour les projets d'aménagement. Donc, si j'ai bien compris, ces sources de financement couvrent les projets de reconquête, donc action mécanique, mais aussi indirect, donc clôture, abouvrement, etc. Mais est-ce qu'il y a une procédure au niveau de la région ou du département ou du parc pour évaluer les projets candidats? Alors, oui, alors la procédure, aujourd'hui, on regarde aussi que ce qui peut correspondre le plus, ou là où le risque va être le plus élevé, là où on a déjà une association foncière pastorale. Je vais répondre en remontant vos questions. Quand on a une association foncière pastorale existante, on va plutôt favoriser son agrandissement, son extension, plutôt que de se dire on va en créer une nouvelle à un nouvel endroit. Ce qui n'empêche pas, à d'autres moments, mais ça va être aussi l'occasion, l'envie que l'on trouve sur le territoire, parce qu'en fait, ça se fait. Nous, on peut en avoir envie. Faut arriver à convaincre, puisque l'idée c'était pas de contraindre, vous avez bien compris. Donc c'est convaincre à la fois de l'utilité de la politique et de la pertinence de le travailler tous ensemble. Donc il faut que les élus locaux aient la volonté de s'engager là-dedans, parce que c'est pas simple. Faut trouver des propriétaires qui vont adhérer un minimum à la démarche. Quelquefois, on mène 3 projets de création en simultané. Il y en a un qui va avancer plus vite que l'autre, etc. Mais on essaie, là, les dernières en date que j'ai à l'esprit, on est plutôt sur de l'extension. Travailler l'extension, parce que il y a aussi des éleveurs qui sont là et qui vont avoir besoin aussi de surface supplémentaire, par exemple. Après, pour les financements, je vais vous le faire très schématiquement et je laisserai Isabelle compléter. En fait, Isabelle ou Nils d'ailleurs, qui est le directeur du parc, qui est au fond de la salle. Ce qui se passe aujourd'hui, on constitue une association foncière pastorale. D'accord ? Ça, c'est la volonté des éleveurs. Il faut effectivement, pour que ces surfaces soient pâturées, il va falloir réaliser quelques aménagements et quelquefois du débroussaillage mécanique ou même pour le démarrage. Et là, les éleveurs sont jamais très loin, parce que la question de comment on équipe, est-ce qu'on fait le choix de clôture mobile, de clôture fixe, etc., ça se détermine avec les éleveurs. D'accord ? Donc, l'association foncière va faire les investissements. D'accord ? Là, vous allez me dire, alors là, les propriétaires fonciers commencent à se dire, oh non, je vais pas mettre un radis là-dedans, moi. Bon, voilà. Donc, on ne s'affole pas, on n'y met pas d'argent.
Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que l'association d'éleveurs qui va venir pâturer va verser une contribution à l'association foncière pour couvrir les investissements. Et là, on dit « Ah, mais comment ils font ?» Ben voilà, pas de stress. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a en fait 80% plutôt des investissements qui sont couverts par subventions, départements, de l'Union européenne, les différents financements, et 20% qui restent à la charge de l'association foncière pastorale pour ces fameux investissements. Et là, je dis, c'est les éleveurs. Et donc là, les éleveurs, en fait, on mobilise le plus souvent une mesure agro-environnementale et climatique qui va permettre de financer les 20% restants. Ce qui fait que c'est pour ça que je dis, c'est une opération gagnant-gagnant. Mais comme on a quand même le souci de la bonne utilisation de l'argent public, parce que ce sont nos impôts quand même, à tous, ce qui se passe, c'est que si jamais un propriétaire foncier qui met sa parcelle à disposition de l'association souhaite partir, avant les 5 premières années qui suivent la création, on lui demande de rembourser les travaux au prorata de ce qui reste à rembourser. D'accord ? Ça, c'est un peu logique. Voilà, c'est pas je fais débroussailler mon terrain à la santé du contribuable qui paye. Voilà. Alors, juste pour compléter, donc bon, on n'a pas pu tout présenter, mais il y a, bien sûr, on a développé une méthodologie d'accompagnement des projets et on met à disposition une équipe pluridisciplinaire composée d'un technicien pastoral, d'un naturaliste et puis d'un animateur médiateur foncier qui est à la manœuvre avec le groupe moteur projet. Donc il y a toute une démarche, donc on ne va pas décliner, mais qui accompagne ces porteurs de projets. C'est important, c'est un travail collaboratif entre des élus qui s'engagent, donc la volonté locale, et c'est ce qu'on a identifié, la dimension, on ne travaille pas en deçà de 50 hectares, et puis après, il y a aussi que tous les acteurs soient associés, que ce soit des éleveurs, les propriétaires, les chasseurs, donc il y a toute une démarche qui rentre en ligne de compte, et ces fameux diagnostics, à la fois pastoraux, écologique, mais aussi système, parce que c'est ça l'enjeu, c'est la durabilité de ces projets, donc se retraduisent après dans la rédaction d'un plan de gestion éco-pastorale à l'échelle du périmètre de l'association foncière. Même si au niveau des associations d'éleveurs, essentiellement, à part la transhumance en Quercy, en fait, ils ne mélangent pas leurs troupeaux, et c'est souvent des éleveurs qui sont locaux qu'on incite à se regrouper en association d'éleveurs. Et après, on travaille la répartition avec eux. Chacun est responsable de l'entretien d'un ou plusieurs parcs de pâturage. On travaille justement aussi la restructuration foncière. L'idée, c'est aussi qu'ils n'aillent pas à l'autre bout. Il y a tout un tas de discussions. Et peut-être je peux demander à Florian qui témoigne un peu sur justement cette création d'associations d'éleveurs. Il en a un petit peu parlé. Mais c'est vrai qu'ils ont été très actifs, même sur les travaux. Mais tout ça, c'est discuté. C'est pas que les éleveurs qui décident. C'est collégial, les éleveurs, les propriétaires et l'appui technique qui vient en mettant aussi, il y a le cadre financier. Tout est à l'échelle de chaque projet d'AFP. Oui, juste pour compléter, en fait, chaque exploitation a déjà son historique avec déjà son parcellaire d'exploitation. Et là, quand on a créé l'AFP et l'association d'éleveurs, il y a des nouvelles parcelles qui s'intègrent, mais qui se retrouvent finalement au milieu entre les parcs ou en bordure de parcs déjà existants de l'exploitation. Et c'est pas l'objectif d'aller chercher l'agriculteur qui est à l'autre bout de la commune pour le ramener. Voilà, ça a été intégré sur chaque exploitation de manière cohérente. Et après, par rapport à ça, il y a des nouveaux parcs qui ont été créés ou recloisonnés s'ils étaient trop grands par rapport au pâturage. Voilà. Il est 15 heures encore, 2 questions. Merci déjà pour vos présentations. Donc moi j'avais une question pour vous. Donc on voit bien que l'aspect sécurisation du foncier, c'est vraiment quelque chose de très important. On l'a vu dans l'exemple du Lot. Et justement, je voulais voir chez vous si c'était aussi un préalable avant tout projet, avant la mise en place justement de tout ce que vous avez fait avec les bergers dans votre secteur, s'il y avait aussi ces mêmes questions de sécurisation du foncier avant de mettre les troupeaux, les aménagements qui vont avec, quoi. Alors, pour l'instant, on ne travaille que sur du public.
ça a déjà été très difficile d'obtenir le public. Maintenant, le point 2 va être de pouvoir travailler sur le foncier, sur le privé. Oui. Donc, tout ce qui est, pour l'instant, et c'était la carte avec les lignes rouges et vertes, les parties vertes étaient celles où il y a le permis parce que c'est des zones publiques. Bien. Est-ce qu'il y a encore des questions? Une dernière? Tout d'abord, merci pour vos présentations. Moi, j'avais une question plus par rapport aux éleveurs. Est-ce que vous avez été acteur au niveau du département pour avoir du coup la possibilité d'avoir autant d'installations sur la commune? Et est-ce que du coup, pour le futur, vous avez pensé à des mises en place, des choses pour que cette démarche, elle continue dans les prochaines décennies? Alors oui, au moment de la création de l'AFP et de l'association d'éleveurs, bien sûr, on était présent à toutes les réunions. On était, oui, à toutes les réunions. Comme j'ai dit, on a suivi les formations après avec Scopella au niveau pâturage, au niveau diagnostic de l'exploitation des pâturages, enfin des ressources. Et après, ben oui, on aimerait qu'il y ait une continuité parce que le mettre en place, c'est bien, l'entretenir, déjà, c'est une deuxième chose, il faut que ça dure dans le temps pour que ça marche parce que, notamment des clôtures électriques, même posées en fixe, si elles sont pas entretenues, eh ben ça devient vite des broussailles. Et après, ben moi j'ai déjà en tête quelques évolutions qui pourrait y avoir. Pour l'instant, on a travaillé sur les clôtures, sur l'accès au chemin avec les passages canadiens, choses comme ça. Mais il y a d'autres points comme l'accès à l'eau pour les brebis sur les parcs qui seraient intéressantes. Actuellement, on travaille qu'avec des tonnes à eau, et donc l'été on passe énormément de temps à faire ça. Et je pense qu'il y aurait des travaux à faire. Enfin, sur notre AFP on n'a pas travaillé à l'époque là-dessus, qui serait intéressante de travailler maintenant. Donc ça, c'est une des pistes, mais il y en a sûrement d'autres. Alors pour compléter, alors sur la question de l'eau, effectivement, parce que on a des espaces. Alors nous, on va dire qu'on a des grands espaces. C'est toujours relatif, mais effectivement, il faut que les brebis aient des points d'eau. Donc pour l'instant, c'est effectivement le système souvent tonne à eau. On est en train d'y réfléchir. Quand je dis on, c'est l'équipe au sens large du terme, pour voir quelle solution apporter. Et puis aussi déjà pour récupérer les eaux de pluie, tout simplement déjà. Donc on a répondu à un appel à projet. Là, c'est le parc avec la Chambre d'agriculture et au Villotte, je crois, qui ont répondu à un appel à projet pour essayer de voir comment mettre en œuvre la récupération des eaux des toitures de hangars, par exemple, pour pouvoir ensuite donner aux troupeaux, déjà, plutôt que d'aller sur l'adduction d'eau. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, on est, comme dans tous les territoires, confronté au renouvellement des générations. Et avec de plus en plus de personnes. Alors, il y a la question du renouvellement des générations, avec des personnes qui ont l'envie de s'installer, mais qui n'ont pas forcément l'ancienneté familiale ou l'historique familial, hein, qui est un avantage, mais qui peut être un inconvénient, parce qu'il faut aussi, vous avez entendu un peu à demi-mot, il l'a dit Florian tout à l'heure, il faut faire bouger les lignes un peu, hein, quelquefois. C'est pas toujours si évident que ça de travailler en famille et de reprendre derrière les grands-parents et les parents qui ont pratiqué d'une certaine façon. Et puis, donc on a aujourd'hui, qui va démarrer d'ailleurs, puisqu'en fait, on doit arrêter de dire qu'il est en création. On a créé avec la profession, donc les éleveurs sont partie prenante, et c'est une éleveuse qui est présidente de l'association d'un espace test agricole au vin. Alors ça s'appelle Birro Pastre, parce que bon, on aime bien l'occitan chez nous, donc devient berger. Et effectivement, elle est présidée par une éleveuse au vin, hein. Et en fait, le principe, c'est que des personnes qui seraient en reconversion, hors cadre familiaux, puissent venir se tester un peu le principe de la pépinière d'entreprise, mais en élevage au vin pour l'instant, qui vont permettre du coup de s'essayer, de vraiment s'assurer que le projet professionnel qu'ils ont imaginé, pour lequel ils ont suivi la formation
un organisme de formation quand c'est la formation initiale ou pas d'ailleurs, est bien celui la réalité est bien ce qu'ils avaient imaginé, de manière à pas de suite partir avec j'investis dans une exploitation et je me rends compte au bout de quelques temps que c'est pas du tout l'idée que je m'en faisais, et on le vit beaucoup mieux s'il y a une étape intermédiaire qui permet effectivement d'aller se tester. On a le droit de se dire que finalement c'était pas le bon choix, et on le vit moins comme un échec que quand on a des emprunts sur les bras déjà. Voilà. Donc c'est quelque chose qui va qui démarre là avec on a un éleveur qui arrive à l'âge de la retraite, hein, et qui a dit mais moi je suis prêt à accueillir un jeune testé, de manière à ce que éventuellement la personne puisse être celle qui va me reprendre l'exploitation, mais on n'en est pas sûr. Et du coup, ça démarre là prochainement. Bien, notre temps d'intervention est écoulé. Merci. Merci à vous. Pour votre présence. Merci Et nous avons quelques documents sur justement ce programme de reconquête des espaces embroussaillés, sur la démarche de prévention incendie dans le cadre du plan de massif, et puis aussi une petite revue sur la brebis Cause du Lot, éditée par le Parc, qui vous présente la filière dans sa globalité dans notre département. Merci à tous et bonne continuation dans vos projets. On est à votre disposition. Vous pouvez regarder sur Internet, vous nous trouverez si vous avez besoin.